Mesdames et messieurs, il est l'heure de commencer notre colloque. Il est 8h30 ce matin. Je vais inviter M. Simété à venir ouvrir par une parole donc, ce matin ce colloque. Membre de l'Académie des langues wallisiennes et futuniennes. Merci M. Simété. Merci Olivier. Avant de débuter nos travaux, permettez-moi de présenter quelques salutations en langue aux autorités coutumières ici présentes. E whakiatu te whakapapa te pumpongi ki a koe karakiwaru o te alonga tau mauri mo tau mea mai whipeki he te hina kuritea o whakarikisia i a te unga aue o te uwhanau ani a koutou te tau e hoha ki te tau pau te lea i te wahakato ani. Toi whakiatu te whakapapa ki te potu koe kai whakauru alo te alonga tau whalau o tau whia ana whamai o tūraki pē mo tutu ai a uwhanau ani e ngā hua i te waha ani. Toi whoki atu ia te whakapapa ki te potu o koe whaipure to pie polelei taronga tau mauri mo te o whamai i te pungpungi o ngā whakatahi mo mātou. Toi whoki atu te whakapapa ki te potu o koe heu moni te hina kai whenua e hau heni. Toto e hina tahi pe koto whakaleanga pe, maro te alonga te ofa mo te mauri te pungpungi. Patere petelo mo tau potu maripere, e whakatu he whakapapa i te pungpungi kia korua. I te aluanga ato kolo mauri, pe mo te whakamahi whoki, pe mo te whiakaunga ngā ue, pe mo te whanau e hoha i te waha ani. E whakatu le vai a te whakapapa ki te potu matua, o koutou ne e whakavenga. Vai tau potu te smasi, pe te lore le vai, se te whanu takaniko, Alfredo Ikasa, Floriano, te aronga o te maori te pungpungi, pe mo te ofa mai. E mahino ki a mātou e koto nofo mo te toi koroa, mai te maori whakapure anga ki te maori whakawhenua, ko e whiwhia i te loto i te haunei, i te aronga o takatou ofa mai. Whipe ki te potu matua, o koe a pereto mo nātou Filipe, ne whakavenga i te teritore ani, te whakapolitike, malo te whiaka ngā whakatahi. Toi whakiatu ia te whakapapa ki tō potu saringa, te wholau pia mo te whia muri mai e pia ta whapore lei, ke tō whakatahi te pungpungi. Au sio i te haune kua kopi pia kua i heni tō tuanga ane e na tō takitaki i tō whareako, e whakiatu he whakamaro ki a koutou i te uhunei, i takotou o mai ki tō ngā whakatahi. E mooni e matou takitaki a te whono marui. Ka e ko te ngāua o te hawhuri ko koutou ae. E koutou sio whaki a te kahau mo te puipui e pēa tō whanau pēa mo whainga e whuki ke maulelei i a te palalau i o te lea whakawhea mo te lea whakawhutuna. O whipe lewa ki te kāinga whuri ne e o whamai te hanei ka e he tahi e toto pēa ka taki pēki ei. Ko nā pe hina whakapapa e whoke tu te pungpungi e whakahatu pe ko te Oceani pe e tukuangi a te mi o te putu whakariki pe hoki whailewa hina ki kore a tātou e te u matapurani mai Caledonia. Tau ngata. E toka pe ia te ruanga te mamaru o te pungpung nei. Mai a potu whope o te terituare uvea pēa mō futuna. Pēa o mana ki kuwalangi whiaunga pē. Ia te ruanga te whakeatu e Simété. Ia nei whakapapa e tonu ke tō i te pungpung nei. Ki tō potu kai whakauru. O whei ai pē ki a koe kuritea. Whei ai pē ki te potu o koe nā pātere wharelavaki. O whei ai pē ki te poto o whaipure mai Caledonia, kai umaa ia ko tō whuri ani, e toka i te rotu whare nei. Ko ia, ko whaunga pē ia te ruanga te uwhakawhitai, mo te uwhakamaro, ko ana whauki mai e te Simété, ia e kau ki te whauwhau o te akatemi, ko tō whakatahi mai i te pongpongi. Pea ko ia i te ruanga te aho nei,
I te potu whakariki e toi whakia te whuke whakawhetai mo whakamalo. Ki a koto kato whopen e o whamai i taho nei. Ke tō kātaki mai o muri i aipe i te unga aue. Taru mai mai te moni te o mai ki taho nei. E kohe konga whakawhiawhia. Pai toi tā whito anga te whakawhiawhia ki ana tōne e tō mai tō pureanga. O whakahamai e te aruanga o te umau e na tōna whai. Ko ia au whakawhitai iei i te pongpongi nei te hingoa kai whakauru. Pea mo te kau ariki e tō imoa nei. Maro pe te aruanga te mo malolo i taho nei. Maro whuki pea mo te mea mai ke tō whakatahi i taho nei o whakasiosio. Te hoko atu o te aruanga o te kolok ani a uwea nei pea mo futuna whakatahi mo tahisi mo New Caledonia. Avant de ouvrir le débat d'aujourd'hui, je voudrais m'associer au remerciement que Simete vous a adressé aujourd'hui, mais de la part de la chefferie, je voudrais vous dire bonjour à tous les scientifiques chercheurs de Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie, Malo de Maori et de Pongpongi. Je vous souhaite mes salutations de la journée et j'espère que la continuité de notre colloque aujourd'hui, de notre réunion ici rassemblée, et je crois que vous avez bien reposé cette nuit, malgré hier une journée très chargée, mais je crois que vous avez l'habitude. Alors merci de votre présence aujourd'hui et bonne journée et bonne réunion pour aujourd'hui. Merci. On va commencer maintenant par la prière du matin. Il a été demandé, ça sera une prière protestante ce matin, on est dans l'œcuménisme, par M. Patrick et Athénée. Ça a été demandé, une demande de Patelé, qu'on puisse faire une prière ce matin de la délégation de Nouvelle-Calédonie. Demain, ce sera une prière de Futuna, une prière par une maman de Futuni. Patrick. Eliting in yoti wayam butu buni jengor e chichen yinij doku no padoku no walis ne Futuna ti merijoko ki père voudrais présenter mes respects, humilité, salutations à nos papas, nos autorités coutumières et nos autorités religieuses avant de prendre la parole. Et je remercie encore ce temps œcuménique qui m'est donné pour donner un petit peu une prière à notre Dieu commun. Et prions Dieu. Seigneur, nous te remercions encore pour cette journée que nous passons sous l'œil et l'autorité de nos autorités coutumières, religieuses. Nous t'implorons encore ton aide et ta lumière pour nous accompagner dans ces débats, dans ces réflexions. Que ta lumière nous éclaire par ton discernement et ta sagesse pour nous donner des voies, des pistes, des orientations pour trouver des solutions pour l'enseignement de nos langues. Nous te remercions aussi pour tous nos intervenants qui sont présents. Nous te remercions aussi pour tous nos collègues qui sont venus de loin. Nous te remercions aussi pour les populations de Wallis et Futuna. Nous te remercions encore pour les petites mains, pour la cuisine, l'intendance, la logistique. Nous te remettons encore cette journée et nous te remercions encore pour ces jours de travail. Nous te demandons tout cela au nom de notre Dokamo Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien, nous allons commencer nos débats et nos travaux. Je vais appeler Billy Wapocho, monsieur Billy Wapocho, qui est chargé de faire la synthèse de la journée d'hier. Et je vous remercie encore une fois, surtout les autorités coutumières et les autorités religieuses qui sont avec nous. Merci. Merci. Je voudrais aussi m'associer à tout ce qui a été dit tout à l'heure par Simete, par Kibalou, et puis par le frère qui vient de faire la prière.
pour présenter nos humilités et notre respect aux frères aînés, le Lavellois ou son représentant, aux responsables coutumiers qui sont ici, nos frères, et à tout le monde qui sont dans la salle. Merci beaucoup. La journée d'hier a été très dense. Les 3 interventions du matin ont été très fortes pour une raison très simple. Les 3 intervenants, qui sont des chercheurs, qui sont des responsables, je dirais qu'ils sont des Jokamo, enfants de l'Océanie, ont pour la première fois ensemble traité un problème qui est le nôtre entre les 3 territoires et les pays. Tahiti, Marquise, Wallis-et-Futuna et Nouvelle-Calédonie. La même problématique que nous avons constatée tout le long de la discussion hier à fin d'après-midi. Quelle est cette problématique? C'est la problématique de l'école et qui a provoqué l'inquiétude de certains parents hier. Nous qui venons de la Calédonie, certains parents se sont inquiétés aussi. J'étais enseignant aussi comme les autres, qui nous disent ceci: vous envoyez nos enfants et ils sont revenus et on ne les reconnaît plus. Et en fin de compte, cela pose le problème de notre école. La non-prise en compte de la rencontre ou de la confrontation ou de la non-complémentarité des 2 civilisations dont nous sommes les produits, les enfants. Toute la journée d'hier, c'était ça qui apparaît. Et en même temps, une grande chance, que ce soit à Tahiti, ici à Wallis-et-Futuna, ou en Nouvelle-Calédonie, le problème est identifié. Et des démarches ont été mises en place. Nous avons dû constater, au travers des interventions, la diversité des situations. Tahiti, qui a avancé et qui est déjà sur des programmes, qui est déjà sur des démarches scientifiques et qui est déjà sur des expérimentations et qui est déjà dans un travail scientifique, d'abord exploratoire, puis scientifique, et qui est peut-être à phase, puisque c'était la perspective qui était donnée hier, peut-être instituer ce qui était à situation d'être institué. Donc, voilà, il y a de la ressource qui a été exprimée. La situation de la Nouvelle-Calédonie, qui pose un autre problème. Le problème des décisions qui ont été prises, des changements de gouvernement qui remet en cause les décisions et qui fait que le travail des enseignants part à dents de scie et met normalement des démarches à tâtonnement. Ici, Wallis-et-Futuna, c'est les demandes de dire, eh bien, comment on fait pour pouvoir avancer, parce que la prise en compte
de ce que nous sommes ici, nous ne trouvons pas à l'intérieur, et donc il faut donner les moyens pour pouvoir le changer et former les gens, etc. Hier, toute la journée a tourné autour de ça. Mais il y a des éléments très importants. Entre les trois contextes différents, de multiculturalité forte ou atténuée, ou des démarches diversifiées. La journée d'hier a mis en contact des personnes, peut-être d'une façon informelle. J'ai vu hier des informations circuler par d'autres voies qui nous permettent de dire, nous qui sommes en Nouvelle-Calédonie, nous ne pouvons plus dire que nous sommes tous seuls là-bas et il y a le même problème. C'est notre problème à nous, c'est le problème de tous les peuples dans le Pacifique, mais c'est aussi le problème avec d'autres peuples dans le monde. C'est un problème d'un rapport entre deux civilisations ou des civilisations, et il faut retrouver des manières de faire pour se comprendre, pour faire ensemble les choses, pour augmenter et vivre notre humanité d'une façon un peu plus forte. Il ne s'agit pas de vivre son humanité sous le dos des autres. C'est ensemble. Il me semble que c'est ce problème-là qui est dit. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? En analysant l'ensemble de toutes les interventions, et ça peut être la conclusion, il faut émanciper l'école qui pourra nous émanciper. Ça veut dire automatiquement que les savoirs qui existent chez nous, dont nous sommes les gardiens, et parfois que nous savons et que parfois nous savons que nous ne savons pas. Et pourtant on sait. Eh bien, il y a besoin normalement de le partager parce qu'il y a une démarche à faire avec les chercheurs. Faites bien attention. Ce n'est pas parce qu'ils sont des chercheurs, que nous sommes des chercheurs, qu'automatiquement, on va détenir la vérité. La recherche scientifique donne des vérités provisoires. D'autres recherches vont venir pour améliorer, etc. Mais au moins, ça nous donne de l'éclairage. Et il me semble que c'était le point essentiel d'hier. Il faut travailler pour émanciper l'école, pour nous émanciper en participant à ce travail, d'où la demande à tout le monde de participer, et qui permettant d'émanciper nos enfants, qui demain sera la société qui va prendre en main nos pays. Oletia Chapot. Merci beaucoup, Monsieur Wapocho. Nous allons tenter de répondre, alors là c'était la synthèse d'hier, hein, mais nous allons tenter de répondre à une demande qui a été formulée hier, qu'il puisse y avoir dans ce colloque aussi une petite forme de traduction en langue wallisienne, futunienne. Ou, voilà. Je vais laisser Méni le faire. Merci Olivier. Ke whanga whamai pehe u kau takatula. Hea leo veliveri ke sofuri mai te hai ki tako paralau. Ki te alonga ia o te kongani, mesdames et messieurs, une demande forte a été faite hier par Stefano Taganico concernant une traduction sommaire de ce qui est dit. Et je pense qu'on va s'efforcer de le faire dans cette salle. Je pense qu'il y a pas mal de traducteurs.
Je vais commencer en essayant de faire une traduction rapide de ce que vient de dire Billy, ou pas trop, mais par la suite, je souhaiterais que l'on tienne compte de ce souhait pour les autorités coutumières. I te alonga le wā te uraki puani a ni kua palau ki a Billy wa potro ko i fuki ane korangi ki ke na hanga whaiwhaitaki he whahinga tānaki o te ufo te ngāua e anafi. E mahina peke a koto furi e koto kunga mohinga he koto hoki whilawe i a te potu fuki ani o te uterituare a toru o tahi whakahamai ki loto i a te u whaingata ia. E whilawe i mo tātou i te ako o te taulea. Ko ila ai i te pungpungi e whakahamai Bili i a tona fia pēr mo te u konga fuki ne ha anafi. He kua mahina mai ai taho nei, ko tahi si kua toa tuia ki mua. Ko toa si ai mua. Pēr hoatu ki e kartonia. Pēr ko tātou e muri. E tau muri uhi ko te a. Ao mana ki he e more tohanga fuki tātou ko tahi si mo kartonia. E ko nātou fuki ia. Kua whera ke pule ia nātou ia te taki o te uako. Ka tawhito te ako whakapuleanga. Ko taki ia e te kau politiki o kartonia mo tahisi. Ka ko tātou ke tau whai o si tātou i muri. Mo tau whainga pē ke e whuki hina aho e wherai ke tau mai te konga e kia tātou. Ka e tonu pē whuki tonu na whuteo teo. Ko i lai te pungpungi ne tō ana nei. Ka ko ni te uahai te politiki ko i heni. Whahi o konsi ekonomiki. Malo te mori te pungpungi. Whepeki te potu o nivaleta ilo ai. Wahangi e pēne o sio kia aniki. E i heni. Malo ia te mori te pungpungi. Mo te o mai ke tau ngāi whakatahi. E mo tau sio ia koutou ai o te politike. E amanaki mo le hamu tau horaanga. E horaanga peki te kawariki pe o sipe whi horake tu kia koutou. Te koutou e taranga mpureanga. Ko he whakawhetai mo whakamalo a mātou furi e no foi te aho nei, o tuko te whalara ki a kotou. Kue lai tu aho i te aho ni anafi, aho katoa ne lahi e tu paralau mohinga ne whara ke whoki atu. O tau sio ai pē, ki te aluanga o te whaingata, o te whainga e whuki ki whakaururu maaria i te ako o te taulea, ki a tau ki whanau. E whetau nei i a te potu o te taki o te ako whakarotu, i a ipikopo, ke hangi lewa i te utau ani ka hau. Ia he whakaururu maari o te ako o te lea whakauvea. Ke lahi ange whoki mohona temi. Whanga pēko he ukonga ne hohaki e ia Lisa pe mona di anafi. Ke whera ke mohe temi whiaunga. I te utau ani ka hako mai. I te whainga i pē ke lelei te ako o te lea whakauvea mo te lea whakafutuna ki a tō whanau. Koe nā pē, he alabonga he tuku whakanono watu. O te ukonga ne palau ke ia Biri Wapotro. Ka i te aronga te porokarama o te hunei. Olivier, c'est quoi ton programme? Qui c'est qui intervient? Donc, nous allons commencer ce matin par une intervention de Madame Valélia Munitoke, la place des langues régionales un peu dans notre vie. Alors, simplement, nous sommes au 3e jour de ce colloque. On a commencé un premier jour par l'Océanie, pour dire que finalement on est tous océaniens, quelles que soient nos spécificités, mais on a un fond commun. Puis hier, on a abordé la place de la langue dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, on se dit que la langue, elle vit effectivement à l'école, mais si elle ne vit pas à la maison, si elle ne vit pas dans notre société, elle disparaîtra. Et donc, on est sur cette manière de vivre la langue, de vivre la parole au sein de nos sociétés océaniennes. C'est pour ça que ce matin, donc, on commencera par Madame Valélia Munitoke, de 9h à 10h15, suivi d'une pause de 10h15 à 10h30, une pause café. Et nous rappellerons M. Billy Wapocho, pas pour la synthèse cette fois-ci, mais pour nous parler de la vision kanak de la parole, jusqu'à 11h30. Cet après-midi, nous serons dans quelque chose de très concret, c'est l'art oratoire. Puisqu'on a la chance ici, c'est que dans cet espace océanien, c'est que la parole, elle vit aussi à travers un art, ce qu'on appelle l'art oratoire, qu'on l'appelle le orero en Polynésie française, ou durant la cérémonie du kava ici à Wallis, ou le mio ou whakamisimisi sur Futuna, et enfin, en Nouvelle-Calédonie, l'exemple du discours généalogique kanak. Ces manières de parler véhiculent aussi une manière, véhiculent la culture
de nos différents peuples. Et donc, ça sera très intéressant cet après-midi de voir ces différentes manières de faire et de voir encore une fois que finalement, il y a une forme d'unité malgré nos diversités. Unité dans la diversité. Voilà. Et donc, simplement, là, en soirée, nous aurons encore une animation musicale de 19h à 21h pendant le repas. Merci. E tu whakawiriwira tu pehedi a te programa tātou ki te hakatoa. E tau kamatānai aki he haua Valeria Munitoke ko he whanau pia tātou e ilo whoki i te ukonga ani o te u whekumi i te putu o te IRD. E ko tātou whanau aia o manaki ko te uli whanau kua aruma mao atu i te ngāwe aia. Ko ila te hune hau o whakamala mai tātou ki te aronga te ngāwe ne na whai. Tō kamata ki a Valeria, pēr osi pēr hoko atu e Billy Wapotro, ko te Palalawai pē, ki te mauhinga o te lea. Te lea o takita Palalau si ko mea. Te lea a tātou mea tōkui, koi a e hana Billy o whahamai ki a tātou i e te whahinga whakatutu a nātou o whakamauhinga i a te lea hi whaahi, ai tahi. Pēr ki te hirihoa tārewa, rappelle moi pour cet après-midi. D'accord. Côté hirihoa tārewa hoko toi pei te aronga o te whaaha mai he ko te kutunga ni mai tahisi e langi ne ko tōlong pei te televisio te kongani ko te orero e o mai o whaaha mai whakamatara mai tona historia pēr mo tōna whainga whai o te taipalau ai e tahisi. Hoko atu ki ei pēr mo uweanei, awa manaki ne ko te ukonga ne ko whatutu ki te potu o tisimasi, ke hau o Palalau mai ki a tātou, o hinga pēr mo te whaiani o te kawa. Hoko atu ai ki futuna, e te ukonga mauhinga, e langi whera ke whaike ni u whakamatara ki te mio mo te whakamisimisi, pēr hoki o silewa pē mo te Palalau whakamuri a te tangata ko te Waio mai New Caledonia, o hinga i pēpea mo te tuku whakaholo o te iloi o tō uhawanga. Nā pē te programa o te pungpongi mo te hirihoata. Merci beaucoup. Quand on parle de colloque international, on parle à la fois des chercheurs qui arrivent d'Italie, de Fidji ou d'autres espaces, mais on parle également de nos chercheurs qui ont l'habitude de parler dans le monde entier. C'est le cas de Valeria Munitoke et de Billy Wapocho, que vous verrez ce matin, qui ont l'habitude d'aller dans le monde, sur plusieurs continents, pour faire leur communication. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Valeria Munitoke. Et encore une fois, ce matin, ce sont des chercheurs issus de l'Océanie qui vont parler. Donc Valeria Munitoke, qui est chercheur à l'IRD, comme l'a rappelé en wallisien Simete. Et puis Billy Wapocho, qui est ancien directeur de l'Alliance scolaire de l'Église évangélique de Nouvelle-Calédonie, originaire de l'île de Lifou. Messieurs les coutumiers, merci de me donner l'autorisation de parler aujourd'hui devant vous. Je ne désespère pas qu'un jour j'aurai le courage de m'exprimer en wallisien, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Je vous demande donc à la fois votre indulgence et votre patience. Mesdames et messieurs les directrices et directeurs, conseillers, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, je vais aujourd'hui prendre une perspective, comme l'a dit Olivier, un tout petit peu plus large, même si je vais revenir sur le cas précis de Wallis et Futuna assez souvent,
en vous parlant de la place qu'ont les langues dites autochtones ou régionales ou locales, quel que soit le terme qu'on choisit, les langues des Outre-mer, pour le dire vite, la place qu'elles ont dans la vie des ultramarins, c'est-à-dire la place qu'elles occupent socialement, réellement. Et je vais essayer de confronter cette réalité des pratiques, des usages linguistiques dans les Outre-mer aux catégories qu'a prévues l'État pour classer les langues placées sur son territoire, parlées sur son territoire. Et ce que j'essaierai de montrer, c'est que les catégories actuellement prévues par l'État ne correspondent pas très bien aux réalités des usages linguistiques ultramarins. Je commence très rapidement par faire un tour des langues des Outre-mer. Le cadre en haut, à gauche, en noir, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est le seul territoire des Outre-mer français dans lequel on ne parle que français, justement. Parce que dès l'arrivée des premiers colons européens, le peuple autochtone qui y vivait a disparu. Il y a eu ensuite pas mal de langues, justement, des colons européens français, qui ont été, notamment aussi, qui ont été parlées. Mais c'est le français actuellement qui domine. C'est la seule langue de ce territoire. Dans les deux cadres verts, un sur la zone Caraïbe et l'autre dans l'océan Indien, ce sont des créoles qui sont parlés. Là aussi, c'est l'histoire de la colonisation qui est derrière. Des créoles à base française que vous connaissez sans doute, le créole martiniquais, le créole réunionnais, mais aussi pour la Guyane, qui est ici le point rouge, une très grande complexité linguistique avec non seulement les créoles qui se sont formés à l'époque coloniale, donc le créole guyanais à base française, mais aussi des créoles à base anglaise, avec des contacts de langue avec le Suriname et le Brésil, et puis des langues amérindiennes, donc des peuples autochtones de la Guyane, qui étaient là bien avant l'arrivée du français et des créoles formés à l'époque de la colonisation. Dans les cadres jaunes, dans l'océan Indien, c'est Mayotte, où on parle des langues qui ressemblent aux langues, enfin qui sont de la même famille que les langues bantoues africaines qui sont parlées juste en face, mais aussi des langues qui ressemblent, enfin qui sont proches des langues de Madagascar, qui est juste en dessous. Et puis le Pacifique Sud, que j'ai mis en jaune aussi, parce que ce sont là aussi non pas des créoles, mais des langues autochtones qui préexistaient à l'arrivée des colons, donc les langues océaniennes dont on a parlé depuis tout à l'heure. Il y a une petite exception avec le taillot en Nouvelle-Calédonie, parce qu'à la plantation de Saint-Louis, dont les conditions de vie ressemblaient justement à celles des esclaves dans les plantations ailleurs dans le monde, on a eu cette création très particulière d'une petite langue créole qui s'appelle le taillot. Donc voilà le paysage linguistique français. Et vous voyez que l'État français reconnaît actuellement 75 langues qu'il appelle langues de France, langue régionale. Voilà. L'État en reconnaît officiellement 75 sur son territoire. Il y en a 50 qui sont parlées outre-mer. Ça signifie que ce sont les outre-mer français qui portent le plus la diversité linguistique interne française. Et la Nouvelle-Calédonie est championne, puisque dans cette liste, elle en compte 28, même si l'ALK actuellement, je crois, décompte près de 40 langues. Donc il y a toujours... les chiffres sur le nombre de langues sont toujours un peu flottants, mais la proportion reste intéressante. Alors, quel est le cadre légal prévu pour ces langues ? À première vue, il n'y en a pas jusqu'à une date récente, puisque dans la Constitution, la seule chose qui règle la politique linguistique de l'État français, c'est l'article 2, la langue de la République est le français. Nous sommes dans un État monolingue qui ne s'exprime qu'en français. Ça ne signifie pas qu'on a interdiction de parler d'autres langues, cela signifie que dans toute la relation qu'on a à l'État, on doit s'exprimer en français et l'État répond en français. Depuis une date relativement récente, un peu plus de 10 ans, l'article 75.1 de la Constitution stipule que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est une reconnaissance par l'État, mais c'est une reconnaissance dont je vais essayer de montrer qu'elle est sans doute limitée au vu de la réalité des usages linguistiques ultramarins. En effet, cette orientation patrimoniale, pour tout à fait intéressante qu'elle soit, risque de limiter la vision qu'on a des langues ultramarines à celle d'objets de musées ou d'objets qui n'évolueraient plus ou d'objets qu'il suffirait simplement de célébrer une fois de temps en temps à travers des manifestations culturelles. Donc, c'est important, ce sont effectivement des objets qu'on doit conserver et valoriser, mais ce ne sont pas seulement ces objets que l'on doit conserver et valoriser, ce sont aussi des langues que l'on parle tous les jours. Et la différence entre les Outre-mer français et la France métropolitaine, c'est que les langues qu'on appelle régionales dans les Outre-mer français, ce sont des langues de tous les jours, du quotidien, et ce sont
particulièrement à Wallis et Futuna, encore des langues maternelles, le français n'étant que langue seconde. De ce point de vue, une orientation strictement patrimoniale néglige la réalité des usages. Il faut donc essayer de réfléchir, non pas seulement à la langue comme grammaire, qu'on consigne une fois, et puis ensuite qu'on met dans un musée, mais réfléchir à la façon dont les gens, concrètement, qui parlent ces langues, entrent en relation, notamment avec les services publics de cet État français qui ne parlent que français. Et c'est l'angle que je choisis, moi, pour réfléchir. Que se passe-t-il quand on est un ultramarin non francophone ou peu francophone et que l'on cherche à accéder à la santé, à l'éducation et à la justice? Alors, je ne suis pas la seule à me poser cette question, puisque je vous signale un très intéressant rapport du Conseil environnemental, économique et social qui est sorti en février 2020 et qui s'intéresse donc à l'accès aux services publics dans les Outre-mer. Et cet accès aux services publics, il est actuellement important de rappeler qu'il est tout à fait lacunaire pour beaucoup trop d'ultramarins, et notamment en raison de l'usage exclusif de la langue française. Donc les langues autochtones, les langues ultramarines en général, ne sont pas seulement de très beaux objets de grammaire ou de célébration culturelle, ce sont concrètement des moyens de communication pour des citoyens français qui, s'ils ne maîtrisent pas toujours le français, langue de la République, ne peuvent pas participer, comme tous les autres citoyens français, de la même manière à la communauté nationale, notamment au travers des services publics qu'elle offre. Alors, je vais vous donner des exemples extrêmement concrets sur cette question. Vous allez le voir. Donc, les langues des Outre-mer, de ce point de vue, je le disais tout à l'heure, ne sont pas... Enfin, on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'elles sont des langues régionales comme les autres, comme justement le breton, le basque, etc. Oui, à l'évidence, puisqu'elles sont régies de la même manière, par la même constitution, par les mêmes textes, par le même encadrement législatif. Mais, encore une fois, en France métropolitaine, vous ne trouvez plus d'enfants dont la langue maternelle soit une langue régionale. Dans les Outre-mer, si. Et c'est même la normalité ici à Wallis et à Futuna. Donc, les catégories actuellement prévues par l'État ne peuvent pas fonctionner de la même manière dans les Outre-mer. Je vous donne un exemple très précis, le premier, qui est celui de l'illettrisme, ce qu'on appelle l'illettrisme à Mayotte. Mayotte est devenu département français en 2011. On estime qu'actuellement, moins de la moitié de la population mahoraise est francophone. L'État français, au travers d'un certain nombre d'agences, de mesures, dit que Mayotte est actuellement le département le plus illettré de France. De fait, je suis d'accord avec cette conclusion, comme chercheur. J'ai fait plusieurs recherches sur cette question. Si on parle d'illettrisme en français, oui. Si on parle d'illettrisme en français, Mayotte est sans doute le département le plus illettré de France. Mais cela fait maintenant 5 siècles qu'à Mayotte, on écrit les langues locales, qui sont, je vous l'ai dit, des langues à la fois africaines et malgaches. On écrit les langues locales avec l'alphabet arabe, parce que pour des histoires, pour des raisons historiques, de circulation des alphabets et des religions et des pratiques linguistiques, Mayotte se trouve dans une zone près de l'Afrique de l'Est où on écrit depuis des siècles, mais non pas avec l'alphabet latin, avec l'alphabet arabe. Comment peut-on dire qu'un peuple qui écrit depuis plus de 5 siècles est illettré? Non. Cette catégorie d'illettrisme doit être repensée ou précisée. Il ne faut pas parler d'illettrisme en général, mais d'illettrisme en français, parce qu'à Mayotte, on n'utilise pas l'alphabet latin. J'ai parlé hier rapidement du dispositif de la SECPA ici. J'en redis un mot de la même manière.
quand un élève à Wallis et à Futuna ne parle pas suffisamment bien français à la fin du CM2, on lui propose non pas le collège, mais la SECPA. En France métropolitaine, si vous êtes premier de votre classe en mathématiques, je vous garantis que vous allez au collège, même si vous faites des fautes d'orthographe. Donc, si à Wallis et à Futuna, territoire dans lequel les enfants ont pour langue maternelle le wallisien et le futunien le plus souvent, la seule orientation qu'on puisse proposer aux élèves peu francophones à l'âge de 10 ans, c'est la SECPA, alors que dans les textes réglementaires, qui sont très clairs, la SECPA n'est pas un dispositif d'accueil pour les non-francophones. Cela signifie quoi? Que la catégorie SECPA est mal utilisée, elle ne convient pas. Les chercheurs en linguistique, en psycholinguistique notamment, vous diront qu'il n'est absolument pas choquant que dans le développement d'un enfant bilingue, à l'âge de 9 ans ou 10 ans, une des deux langues soit moins bien maîtrisée que l'autre. Donc en réalité, on ne peut pas reprocher à ces enfants, qui sont par ailleurs très bons en mathématiques et qui se développent tout à fait normalement et qui parlent parfaitement leur langue maternelle, on ne peut pas leur reprocher de ne pas très très bien parler français à l'âge de 9 ans ou 10 ans. On est un bébé encore à 9 ans ou à 10 ans. Et pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent, le temps de l'école missionnaire, à quel âge y entrait-on à cette école missionnaire? Précisément à 9 ans ou à 10 ans, sans parler un seul mot de français. Et vous connaissez tous comme moi ces gens qui sont entrés à l'école missionnaire à l'âge de 9 ans, 10 ans, parfois plus tard, qui ne parlaient pas un seul mot de français et qui maintenant sont de parfaits bilingues. Oui? Bien. Donc ça, c'était il y a quelques dizaines d'années. Je ne crois pas qu'on puisse parler de progrès si en 2020, les enfants peu francophones à 9 ou 10 ans sont quasiment sortis du système scolaire au motif qu'ils ne parlent que wallisien ou futunien. Oui? Les catégories prévues par l'État ne sont donc pas tout à fait adaptables aux Outre-mer parce que les Outre-mer posent une question que l'État ne s'était pas posée. Voilà des Français qui ne parlent pas français. Or, c'est un problème insoluble dans le cadre actuel, puisque si vous êtes citoyen français, la langue de la République, c'est le français, vous devez parler français. Si vous ne parlez pas français, c'est que vous êtes un migrant ou un étranger. Et là, des dispositifs sont prévus pour vous. En France métropolitaine, si vous êtes catégorisé comme étranger et que vous allez à l'hôpital, vous pourrez bénéficier dans certains hôpitaux, ça n'est pas systématique, mais dans certains hôpitaux, il pourra y avoir une traduction avec un interprète par téléphone. Et heureusement, c'est une excellente chose. Donc en fait, on sait accueillir ceux qui ne parlent pas français quand ils ne sont pas français, mais dès lors que vous êtes citoyen français, rien n'est prévu pour vous, puisque c'est comme si magiquement le fait de vous avoir donné le titre de citoyen français, vous avez donné de la même manière la maîtrise de la langue française. Or, ici à Wallis et Futuna, on est particulièrement bien placé pour savoir que ce type de tour de magie n'existe pas. Et ça n'est pas parce qu'on devient, par le biais d'un statut notamment, français presque du jour au lendemain, qu'on a la langue française de la même manière comme langue première. Il n'y a donc pas de dispositif spécifique pour les Outre-mer. Et on l'a bien vu hier avec la question de l'éducation, dès lors qu'on essaye de changer un peu ces cadres, on se heurte à un principe qui est celui de l'unité de la République. On nous dit on ne peut pas faire des choses spécifiques pour les Outre-mer parce que sinon on défait le cadre unitaire républicain. Alors, je vous donne maintenant un exemple très précis, puisque j'ai parlé d'hôpital tout à l'heure, pour vous montrer ce qui se passe dans d'autres territoires et ce qui se passe ici. Très concrètement, que se passe-t-il quand quelqu'un qui ne parle pas français va à l'hôpital français dans les Outre-mer? Je vous donne un exemple qui a été recueilli par ma collègue Isabelle L'Église, avec qui je travaille au CEDIL, qui est mon laboratoire. En 2007, elle a fait une enquête à l'hôpital de Cayenne, et voilà ce qu'elle a recueilli comme témoignage. C'est une sage-femme qui parle, et c'est une sage-femme qui s'identifie comme guyanaise et qui est elle-même créolophone. Elle a grandi en créole guyanais, donc créole à base française, qui est le créole le plus parlé. Donc, elle n'est pas métropolitaine, elle ne s'identifie pas forcément comme étant, dominante, mais en fait, elle appartient quand même à un groupe linguistique assez important. Et voilà ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit de la façon dont elle parle aux femmes
qui, en Guyane, elles ne parlent pas ce créole à base française ou ne parlent pas français, mais viennent d'ailleurs. Donc ça peut être des femmes qui viennent... là, en fait, celle qu'elle va citer, c'est une femme qui parle dans un créole à base anglaise. Donc elle dit « Je leur fais l'explication sur l'allaitement en français. » Bah c'est normal, on est en France ici. Qui est-ce qui paye? C'est la Sécu. Moi, je parle français. Je ne vois pas pourquoi je ferais un effort. Elles ont qu'à faire un effort. Alors, je parle français. Elles me disent « Mino Foulestan, Mino Foulestan ». Ben, moi, je réponds « Moi non plus, je Foulestan pas ». Et alors, je continue en français. La première fois que j'ai lu ce témoignage, je l'ai trouvé extrêmement violent. Je pense que vous aussi. Néanmoins, il est vraiment intéressant à comprendre parce que, comme je vous le disais, ça n'est pas une Européenne qui parle ainsi. C'est une Guyanaise. Mais c'est une Guyanaise qui appartient à un groupe linguistique qui est plus important que les autres. Et ça nous dit quoi au plan sociologique? Ça nous dit quelque chose d'extrêmement important, qui est que dès qu'on appartient à un groupe un peu dominant, on peut jouer de ce pouvoir. Et on oublie qu'on a été soi-même dominé par quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'on appelle, avec des collègues sociologues, les dominations enchâssées. Enchâssées, ça veut dire prises les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à subir une première domination, bah, on va la reproduire sur ceux qui sont juste en dessous, et puis, etc., etc. Et on n'en sort jamais. Donc le dessus du panier, c'est ceux qui parlent très bien français. Juste en dessous, c'est ceux qui parlent bien français parce qu'ils parlaient comme langue maternelle une langue à base française. Et puis en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée des inégalités assez claires dans l'accès aux soins. Ça, c'est la Guyane. Quand j'étais à Mayotte, moi-même en 2011, une travailleuse sociale me disait « Les médecins français disent que le patient n'adhère pas au traitement. » N'adhère pas au traitement, c'est-à-dire il oublie de prendre ses comprimés, il ne revient pas le mercredi pour refaire sa prise de sang. Mais ça n'est pas parce qu'il n'adhère pas au traitement, c'est qu'il n'a pas compris. Ça, c'est à Mayotte. Et je vais vous montrer maintenant ce que moi j'ai observé ici. En fait, j'ai recouvert les paroles, parce que les paroles, on n'a pas besoin pour aujourd'hui. J'ai enregistré des consultations médicales ici, et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui, au fil des années, m'aident à faire ce type d'observation, veulent bien se laisser enregistrer, me parlent, c'est formidable. Donc là, par exemple, quelqu'un m'a permis d'enregistrer une consultation, et j'ai enregistré, j'ai écrit ce qui s'était dit, mais ici, j'ai caché les mots parce qu'on s'en fiche. En fait, ça, c'est une consultation dans laquelle il y a 3 personnes. Il y a une personne âgée, wallisienne, qui ne parle pas français du tout. Il y a la personne qui l'accompagne, qui fait la traduction, et puis il y a le médecin. Ce que vous voyez en gris, en jaune ou en vert, c'est quand la personne qui accompagne et le médecin, se parlent. Ce que vous voyez en rouge, c'est quand la patiente qu'on est en train de soigner parle wallisien. Là, là et là. C'est-à-dire, elle dit 3 mots, en fait. C'est d'elle dont on s'occupe, mais elle dit 3 mots. Tout le reste, ça lui échappe totalement. Et vous voyez l'intérêt, c'est pour ça que je remercie vraiment les gens à chaque fois ici qui sont prêts à se laisser enregistrer et à me parler, parce que vous voyez, ça c'est frappant. Là, on comprend ce qui est en train de se passer. Là, je peux même le quantifier. J'ai des heures et des heures d'enregistrement dans lesquelles je pourrais vous faire un joli pourcentage, si vous voulez, de paroles en wallisien des patients eux-mêmes. C'est rien du tout. Les consultations médicales, elles sont très étudiées par la recherche. Je peux vous assurer que quand je montre ça aux spécialistes d'analyse des consultations médicales, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Ça ne correspond absolument pas à ce que devrait être une consultation médicale. Et encore une fois, c'est un objet qui est très travaillé dans la recherche. Une consultation médicale qui se passe bien, c'est une consultation médicale dans laquelle le patient a la parole, peut, même si c'est traduit, parce qu'à la limite, la traduction, c'est pas ça le problème. Si la traduction se passe bien, la traduction doit aussi permettre au patient de dire qu'il a compris à un moment. À aucun moment ici, on ne demande à la personne si elle a compris ou pas. Et elle va sortir d'ici, elle n'a rien compris. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Elle ne sait pas à quoi correspondent ces traitements. Et je peux vous donner, mais vous connaissez la situation comme moi, je peux vous donner aussi des dizaines d'autres exemples dans lesquels des patients arrivent à l'hôpital, ici même. Les médecins font des analyses, ne comprennent pas ce qui se passe parce que ça fait 6 mois officiellement que le patient ou la patiente est traité pour telle ou telle pathologie. Les analyses montrent que rien n'a bougé, mais c'est parce qu'en fait, on a donné 2 médicaments en même temps à la personne en question. On a donné du Doliprane, parce qu'on donne toujours du Doliprane, et puis le médicament qui est censé soigner la pathologie.
le diabète ou l'hypertension. Mais il suffit que ce deuxième médicament vienne à manquer ou qu'il soit plus difficile à avaler parce que ça aussi, on n'y fait pas forcément attention parce qu'il est désagréable, il a mauvais goût, ou il est plus gros, il passe pas bien. Du coup, on continue à prendre le Doliprane seulement en se disant ça fera quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas compris du tout ni ce qu'on a, ni à quoi servent les médicaments qu'on nous a donnés. Alors, ça, c'est grave. C'est grave parce que ça induit une situation sanitaire qui est dégradée aussi par rapport à la métropole. Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2014. Et ça, ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, personne ne se plaint. Je n'ai jamais entendu personne ici, ça fait quasiment 10 ans que je travaille sur ces questions, je n'ai jamais entendu personne ici se plaindre de la situation. Les patients sont habitués à ne pas comprendre, les patients sont habitués à vivre ainsi. Voilà. Mais vous conviendrez avec moi qu'on a là un cas assez marquant et frappant d'inégalité dans l'accès aux soins. Alors, quels sont les dispositifs, les voies d'évolution des dispositifs actuels et comment peut-on faire un tout petit peu, peut-être, bouger les choses ? Alors, l'État, c'est un grand mot en réalité, parce que l'État, c'est un tas de ministères, des fonctionnaires qui restent en place, qui ne bougent pas, quel que soit le gouvernement. L'État, en fait, c'est une machine extrêmement complexe. Il y a une partie de l'État, en 2011, qui est le ministère de la Culture, qui a produit une déclaration lors des États généraux du multilinguisme dans les Outre-mer, qui s'appelle la déclaration de Cayenne. C'est un texte que je peux vous fournir si vous voulez. Cayenne, c'était, d'ailleurs, certains ici ont participé à ces États généraux, c'était en 2011. Cayenne a permis de faire un point sur les inégalités linguistiques induites par la situation linguistique dans les Outre-mer, dans les domaines de l'enseignement, du patrimoine culturel, des médias et des nouvelles technologies. Donc c'était une première réflexion tout à fait intéressante et j'avais la chance d'être parmi les organisateurs. Et en 2021, une deuxième édition va avoir lieu. Voilà, donc je vous en informe. Alors, dans cette déclaration de Cayenne, dont vous voyez qu'elle n'est que peu suivie des faits jusqu'à présent, une des idées importantes, c'était que les langues se valent toutes et que surtout, ça n'est pas parce qu'on apprend une langue qu'on en désapprend une. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on ait dans les Outre-mer des gens qui soit parlent français, soit ne parlent pas français. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne parlent pas français. C'est normal, parce qu'ils sont chez eux, encore une fois, ce sont les langues qui sont parlées ici, et les systèmes éducatifs dans les Outre-mer n'ont pas tous la même histoire. Hein. À la Martinique, par exemple, on a une école normale donc pour les instituteurs dès le 19e siècle, quasiment, après l'abolition de l'esclavage. À Wallis et Futuna, on n'avait même pas encore signé le statut. Donc forcément, il est logique qu'en 2020, une bonne partie des Outre-mer français, et Mayotte c'est pareil, ne parlent pas français. Mais cette situation, elle peut changer si on décide que les langues locales, on l'a dit ici, ont leur place, doivent être conservées, et on doit continuer à les parler, mais que le français, s'il est parlé également, ne suppose pas qu'on les oublie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un extrême à un autre. Nous sommes dans des territoires qui sont... Alors ici, c'est monolingue, c'est un peu particulier, parce que tous les Outre-mer français sont très plurilingues, comme la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ici, c'est relativement monolingue. Il y a le wallisien à Wallis et le futunien à Futuna. Mais en gros, on est dans des territoires dans lesquels les gens parlent d'autres langues que le français. Ça n'est pas parce que le français est la langue de l'État qu'il va falloir arrêter de parler la langue locale, mais on peut aussi apprendre le français. On peut faire les deux en même temps. Et en attendant, on peut aussi traduire. Et d'ailleurs, je suis ravie que ma communication arrive après la remarque qui a été faite hier par M. Takanico et qui a été rappelée tout à l'heure. Effectivement, la traduction, ça devrait être le mécanisme de base dans un territoire comme celui-ci. Et c'est excellent que ça nous ait été rappelé. Et on devrait le penser pour tout. Le bilinguisme réel, c'est ça. Ça n'est pas parce qu'on apprend une nouvelle langue qu'on n'apprend plus l'autre. Et chacun a le droit de parler wallisien, futunien et ou français. Les langues ne sont pas en concurrence.
Alors, je passe rapidement sur Cayenne, mais c'était juste quand même, je voulais en parler, parce qu'il était déjà question en 2011, justement, de réformer le Code de l'éducation, à la suite des demandes qui avaient été faites. Le Code de l'éducation a été réformé en 2013, donc il y a un article qui permet un certain nombre d'adaptations pour les Outre-mer. Je vous laisse aller y jeter un coup d'œil. En tout cas, je passe rapidement là-dessus. Ce qui avait été acté à ce moment-là, c'était qu'on devait reconnaître le droit de tout enfant ou adulte à apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle. Là aussi, c'est vraiment important du point de vue de l'accès aux services publics. Pourquoi ? Parce que il ne suffit pas non plus ensuite pour les panneaux, les formes écrites, etc., de traduire en langue locale. Si on n'a pas non plus appris aux gens à lire et à écrire leur langue locale, ça ne va pas les arranger. Vous voyez ? Donc le problème de la langue française, c'est aussi que c'est une civilisation de l'écrit qui s'impose. Et donc on a deux dimensions en réalité. On n'a pas seulement la dimension linguistique avec deux langues différentes qui se rencontrent, par exemple le français et le wallisien, on a aussi deux langues qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait écrire le wallisien, tout à fait, mais ça n'est pas le média premier par lequel cette langue était exprimée jusqu'à présent. Donc, et encore une fois, comme l'école publique et l'école des missionnaires, ça n'était pas, c'est très très récent. Si on pense aussi à l'utilisation de l'écrit, eh bien, il faut qu'on puisse faire en sorte que les nouvelles générations aient accès complètement à l'écrit, dans les deux langues. Là encore, il faut pouvoir faire fonctionner les deux en même temps. J'avance vite là-dessus. Je vous rappelle quand même qu'à la suite de Cayenne, on a eu un rapport du comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne, ce qui est un tout petit peu long, mais qui a confirmé les conclusions de Cayenne avec des experts qui venaient du monde associatif, des institutions, il y avait des académies, des journalistes, etc. Donc ça, c'est de la même manière à prendre en compte pour une réanalyse et une reconstruction des catégories étatiques, puisque ce rapport de 2013, qui a été remis à la ministre de la Culture à l'époque, stipulait que les pouvoirs publics pourront mettre en œuvre des politiques différenciées en fonction de la responsabilité de l'État à l'égard de la protection de chacune de ces langues régionales, et prendre en compte la spécificité des Outre-mer est à cet égard essentiel. Donc on a quand même des textes qui n'ont pas de valeur légale, mais qui sont des déclarations importantes dans lesquelles la situation linguistique spécifique des Outre-mer est tout à fait mise en avant. Donc, je passe là-dessus. Et de la même manière, je vous signale un autre rapport du CESE qui est paru en 2019 et auquel monsieur le conseiller Saucé-Fossouvé a participé également, qui est un rapport dont je vous conseille fortement la lecture, qui fait le point sur l'ensemble des territoires des Outre-mer, qui s'articule très bien au rapport sur l'accès aux services publics dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui propose aussi que la situation socio-linguistique spécifique des Outre-mer soit prise en compte, et soit prise en compte d'une manière autre que ne l'est la situation linguistique régionale en métropole. Donc, au vu de la situation actuelle dans les Outre-mer français, il me semble que la chose importante, c'est de promouvoir l'interprétariat dans tous les domaines de la vie sociale, la traduction, les médiations, parce que ça permettra aussi à plus long terme, et là on reboucle avec la question culturelle, ça permettra la diffusion des œuvres. Vous voyez, ici, il serait bon que les interventions françaises, enfin francophones, soient traduites en wallisien ou en foutounien, mais de la même manière, si on commence à traduire les manifestations culturelles qu'on a pu voir hier soir, par exemple, les récits wallisiens et foutouniens vers le français, on peut les publier en bilingue, si on passe à l'écrit. On permet la diffusion plus large aussi du savoir, des connaissances, de l'art local. Donc cette correspondance entre deux mondes, elle me paraît vraiment importante. Et encore une fois, comme bien stipulé dans la déclaration de Cayenne, ça n'est pas parce qu'une nouvelle langue, la langue de l'État, arrive quelque part qu'on est obligé d'effacer toutes les autres. On n'est pas obligé de faire un choix entre les deux. On peut avoir les deux, mais pour avoir les deux, il faut aussi permettre qu'il y ait des monolingues dans une langue ou dans l'autre, et donc qu'on interprète et qu'on traduise. Ce qui n'est pas simple. J'ai oublié, justement, je précise que du point de vue de l'État, le seul endroit où l'État est obligé
de fournir un service, enfin s'oblige lui-même en réalité, à fournir un service linguistique aux non-francophones, c'est le tribunal. Et c'est la raison pour laquelle à Wallis et à Futuna, il y a un interprète français, wallisien, futunien. Pourquoi au tribunal? Parce que si au tribunal, la personne appelée devant le juge ne comprend pas la procédure n'est pas valide. Si vous allez au tribunal, et je remercie aussi les gens qui y travaillent et qui m'ont permis de rester dans la salle aux audiences pour observer ce qui pouvait s'y passer, vous verrez que l'interprète est sollicité extrêmement souvent, y compris par des gens qui, par ailleurs, peuvent parler français. Mais je ne vous explique pas pourquoi, vous le savez très bien. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on préfère, même si on parle français, ne pas avoir à s'exprimer en français. Parce qu'on sait dire les choses d'une autre manière, mieux, plus justement, plus, voilà, dans sa propre langue. Le travail de l'interprète au tribunal est extrêmement important et surtout, il y travaille beaucoup. Ma question, c'est par quel miracle est-ce que tous ces gens qui ont besoin d'interprètes au tribunal disparaissent dans les autres domaines de la vie sociale? Il n'y en a plus aucun d'un seul coup. Il y a besoin d'interprètes au tribunal, mais dans tous les autres services publics, il n'y en a pas. Alors en fait, on s'arrange. On s'arrange, mais ça n'est pas du fait, ça n'est pas organisé par le service public lui-même. À l'hôpital, tous les soignants locaux qui parlent le wallisien et le futunien ne font que ça toute la journée. Aider à traduire, expliquer, aller voir, réexpliquer, servir d'intermédiaire entre le médecin, les administratifs, les soignants, les patients, tout le monde. À l'école, je ne refais pas la journée d'hier, c'est la même chose. On s'adapte, on fait comme on peut. Donc, on voit bien que la situation, et c'est pour ça que personne ne se plaint, comme je le disais tout à l'heure, mais cette situation ne tient que par la bonne volonté de tous ces gens qui sont des médiateurs, qui sont des bilingues, et qui font un travail dans l'ombre qui est monumental. C'est un travail remarquable, quotidien, qui reste très largement invisible aux yeux de l'État, justement. Et comme tout fonctionne comme ça, rien ne change. Mais il est peut-être intéressant de commencer à réfléchir. Est-ce que cette situation est normale? Est-ce que cette situation pourrait être améliorée? Notamment parce qu'on voit bien les problèmes qui se posent ensuite, encore une fois. L'accès aux soins, ça n'est pas seulement une question de droit pour un individu. Voilà, c'est moralement juste qu'une personne ait accès aux soins. C'est pas seulement ça. C'est aussi que si une personne n'accède pas correctement aux soins, c'est toute la situation sanitaire d'une communauté qui peut se dégrader. Quelqu'un qui n'est pas correctement soigné, alors après c'est encore plus grave, il faut la prendre en charge d'une autre manière, etc. etc. Alors de ce point de vue, par exemple, le ministère de la Santé, qui fait aussi partie de l'État, a une relation aux langues qui est beaucoup plus pragmatique. S'il s'agit de faire une campagne en santé publique en langue locale, on ne réfléchit pas deux fois pour se demander si la langue de la République est le français. Parce que s'il faut avertir toute une population, par exemple, de l'arrivée d'un virus ou de... Vous voyez? Eh bien, il faut le faire de telle sorte qu'on soit compris. Parce que sinon, c'est toute la population qu'on met en danger. Donc, il y a quand même des domaines de la vie sociale, vous le voyez, tout ça est complexe, dans lesquels on comprend bien qu'on a tout intérêt à s'exprimer autrement qu'en français. Parce que le but, c'est d'être compris. Bien. Donc, ce vers quoi il faudrait tendre, en réalité, c'est un bilinguisme réel, et je ne suis pas sûre qu'on y soit vraiment dans les Outre-mer. On les décrit toujours comme des territoires multilingues ou bilingues, mais enfin, avec le français, j'en suis vraiment pas certaine. Mais ne pas se limiter aux politiques éducatives, qui sont un morceau important des politiques publiques, on l'a bien vu hier, mais aussi penser des politiques linguistiques plus générales, qui permettent aux citoyens français ultramarins de participer à l'ensemble des domaines de la vie sociale, y compris s'ils ne sont pas francophones. Merci beaucoup. Oui, super. Et je termine là-dessus. Merci beaucoup, Sioli. On me signale ici qu'il y a des copies papier du rapport du CESE dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent circuler. Voilà. Et sinon, c'est aussi téléchargeable en ligne, je crois. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter, c'est vraiment passionnant. Oui, la question du temps me semble vraiment cruciale. Les sociétés ultramarines sont des sociétés qui sont prises dans une évolution extrêmement rapide, je ne vous apprends rien. Et donc, si on doit prendre des décisions... Je ne suis pas décisionnaire moi-même, donc
c'est très confortable d'être chercheur parce qu'on fait des analyses et après on laisse les gens décider. Donc je vous laisse décider, vous qui en avez le pouvoir et l'autorité. En tout cas, si rien ne change, la situation sociolinguistique évolue extrêmement rapidement. Quand j'ai commencé à faire de la formation d'enseignants ici, il y a presque 10 ans, les professeurs des écoles étaient très clairs, les instituteurs étaient très clairs, c'était plus de 9 élèves sur 10 qui arrivaient à l'école sans parler français. C'était sûr. En 10 ans déjà, ça commence à bouger. Selon les écoles, il y en a qui disent « moi c'est plutôt 8 sur 10, moi c'est plutôt 7 sur 10 ». Et il y a des écoles dans lesquelles c'est des francophones uniquement. C'est moins de 10 ans, hein. Donc ça veut dire que ça bouge très vite et qu'en fait les gens s'adaptent. Puisque rien n'est fait pour qu'on puisse parler au quotidien les langues locales, rien n'est fait, je suis un peu sévère, mais enfin vous voyez, je caricature. Et bien finalement le français c'est vraiment la seule langue qu'il faut parler. Donc on va transmettre de moins en moins les langues locales aux enfants, puisqu'évidemment le français, ben, c'est ce qui va vous permettre non seulement d'avoir des diplômes, mais très concrètement, de parler avec le médecin, de remplir les formulaires administratifs, de vous exprimer correctement au tribunal et d'être bon à l'école. Voilà, donc c'est pas seulement la question de l'école, c'est beaucoup plus large que ça. Le français, c'est ce qui vous permet d'être dans une relation plus efficace au service public. Bon, donc ça n'est pas totalement irrationnel que les parents aillent vers le français. Sauf que vous voyez bien à quel point ça entre en contradiction avec tout ce qui a été dit depuis 3 jours, puisqu'ici, il est question de conserver l'usage des langues locales. Mais comment conserver l'usage des langues locales si on n'a pas justement ces dispositifs d'interprétariat, de traduction, ce bilinguisme réel qui permet de faire comprendre aux gens qu'on peut parler les deux à la fois. Et encore une fois, l'exemple du tribunal est extrêmement important, et ça je le dis aussi pour les représentants de l'État français, ça n'est pas parce qu'on parle français qu'on va parler français dans tous les contextes. Être bilingue, ça n'est pas seulement maîtriser 2 langues, c'est aussi avoir le choix de sa langue selon le contexte. Et ça, en Outre-mer, on pourrait tout à fait avoir une plus grande souplesse avec ce type de choses. Et donc, les choses évoluent rapidement. Sur l'éducation, si on reste dans ce statu quo, dans 10 ans, on n'aura plus besoin vraiment de se poser la question de savoir ce qu'il faut faire à l'école, parce qu'il y aura moins de la moitié des enfants qui parleront wallisien à l'entrée, que la population vieillissant et le nombre de gens n'étant pas passés par l'école missionnaire ou par l'école de la République diminuant, on aura de moins en moins de monolingues en langue locale. Donc en réalité, plus le temps passe, moins on aura intérêt à produire des dispositifs qui permettent la véritable conservation des langues locales, justement. Elles vont disparaître tout doucement parce qu'elles sont attachées à des pratiques sociales qu'on aura laissées aussi tout doucement se fondre dans autre chose. Donc moi, ce n'est pas à moi de prendre la décision, mais je dis juste que le statu quo actuel, dans lequel personne ne se plaint, et dans lequel en fait on continue à vivre comme on le peut à la fois dans sa langue et en français, n'est sans doute pas extrêmement satisfaisant. En tout cas, comme chercheur, je peux vous dire que ça produit des inégalités sociales qui sont difficilement acceptables, et en termes d'orientation scolaire, et en termes d'accès aux droits et aux services publics. Et que donc, crucialement, il faut s'interroger sur la question du présent et du futur. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question et je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup Valélia. Merci d'avoir ouvert, un petit peu élargi un petit peu ce colloque-là à la vie quotidienne et à des problèmes qu'on vit tous les jours, notamment pour la santé. Et voilà, cette vie quotidienne. C'était aussi l'objectif de ce colloque, montrer que les langues, c'est pas que la langue à l'école, c'est pas que cette problématique-là, et que c'est vrai qu'il faut changer un petit peu l'ensemble de la société pour qu'elle vive dans tous les domaines, et notamment voilà, ce problème très clair des gens qui vont dans les administrations ou dans la santé. On va laisser le micro ouvert à des questions. Donc une première question, donc on a une bonne demi-heure de questions, d'échanges. Tout d'abord, merci Valélia pour cette très belle prestation, communication par rapport à la culture. Et moi, failli tout faire, tout cas vraiment pour tout faire pas la ripoterie ne quand qui va me fallait aller catori tolo to le fallait la qui est le matu fu de lei tu mlato ni ko kau pamata le ni le pongpongil
E amana ki ko le asone ko le asuma winga. Kali e masau e tatou ki le whakao ngai le masau whakao uwe whakafutuna i lot whalela. Le ni whamatala mai e whawhine ko walelia, ko matala ki te au. E mauri tatou i uwe ni mo futuna, i whakafutuna mo whawhalani, mo whakauwea, kale se matala a ki tatou. E se matala a ki tatou. Ko le ngā whatatari a ki loptarila. I matala mai, ko rie whai tokaru ko tokta ala whai mo. Murila lo whaso patila, rie whatotonu ia a whai toke a vekiri alo e masakila. Ko kongari ki tau e mauinga, la tari e ile nei a le whaktasi le nei e uinga mo whakao ngai o masau. Esko masau la fure e anga tatou sa whakila. Te mau fuki tatou mpule, ea ki kiria mauri whaka ekonomika tatou. Matala whai tatou ki loptari, la ki na whawhala ki lasi o whenua e awe tatou ki numea. O tupu whai taku e les whi matala ake. Laulau milio laku tatou whenua ki numea. Kolona ria tupu, ko tasiri on tupu anga. Tasilo ia e tatou, e siwa matala ake tatou mo tokta. Ko tasi a konga mwhai ke makalo tio loloto tatou ki le nei, a les whi matala ake wa eleia, o Cristiano uvea mo Cristiano mo whawhalanila, mo Cristiano futunala. Anga la peni tosi ngā o, i tosi lao e awe ke whamao ki kau oriki. Amai me puleanga mo kau whanola. Ngā whatata whatoto e whitu koto ki koto. Koria tosi lao leia o kauri mo tupu whitula. Ko kauri mo tupu whitula ia ko tosi lao ai lia vai ai makeke ala o puleanga o te tuale. Ko tosi lau ai lia e tuku ai a makeke o kele ki whalwhonola. Ko kauri mo tupu whitula ia, o kau ariki rei na whonola. Soko mai te milai tia no kau ariki lek tafa. Kai au ko whenua le e seka o take. O anga te milai o sau makeke la ia me whaka makeke rio kerela me whaka arikila o tuku ki kau whonola. O tupu vai ko lesi whakamatala ake. Ko kupu vai tasi. E tu e tosi lau kalu mte futula ko l'Assemblée territoriale. E se tu ai ko chefri. O tupu tan se whakamatala ake. O ieri e mauinga ai ale ni a masau mai le ni a Valelia. O inga ti mole ni a konga tuku set whanu na nafi. Ka inga. Unga sue veli vai tatou ilo tatou saufaki. Kamata mai ala tari nga o iau i servisi le ni o l'archive. Pupu yo kolo atu tosi o vea mfutuna. Ko la urua ki nga o ia lan fai falfonola, na whakaliliu whakauvea e tena whakaliliu whakafutuna. E sema ua ea poko te mwhe na kaku mai elo, titi aki le nane. Tari e lasi whawhala e puriki e. Koe whai lia na whi toa iau le ni whainga marie, e whai swatatari, e tonu tātou fuki. O vea mfutuna ke ala tātou. Ke ala tātou, sau whaki e tō masaula me lot whalela. I mua alo na averi ki whasekola. Ko vesiri e whai e tō ki koto, o whea e marie, alon sekola e pukolo na mauri. I te au le mao ki ake makakitaanga mauri i la kitaanga i whenua, i lon sekola. Ko sekola i lai, ko pure aki whai. Ka koe mao ki ake whai lon la mauri. Donc je voulais juste faire une intervention en langue locale par rapport à votre intervention, Madame Toqué. Et je remercie énormément ce travail scientifique que vous avez communiqué aujourd'hui par rapport à la langue et surtout à la pratique de la langue au niveau, je dirais plus au niveau de la vie quotidienne. Et finalement, on vit dans un monde francophone avec multiculturel, mais finalement on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Je maîtrise bien sûr le français, je parle le wallisien, je parle le foutounien, mais il y a un certain moment, je me retrouve, comme on l'avait exprimé, dans une insécurité linguistique. Et je prends l'exemple que vous avez évoqué par rapport à l'hôpital, et c'est là qui fait tout l'intérêt de ce colloque, parce qu'il transcende tous les domaines, tous les secteurs, et là nous avons évoqué le secteur de la santé. Et j'aurais aimé qu'il y ait des représentants
Moi, je suis content parce qu'il y a le Kalaki Barou qui fait partie du conseil administratif de la santé. C'est une solution qui nous apporte la compréhension. Parce que là, le budget des Vassanes de l'hôpital, il crève le plafond. Juste pour ça. Et moi, j'avais évoqué de pousser la réflexion le plus loin possible, et notamment par rapport au texte de loi que l'Assemblée territoriale, l'administration et l'État proposent à la chefferie pour signer. Il n'y a pas de compréhension. Et je prends un exemple, le statut. Sur Wallis et Futuna, il y a 2 textes fondateurs de notre statut. Il y a le décret de 57 et le statut de 1961 qui fait que nous, on est devenu un territoire français. Le décret de 57, c'est le texte fondateur qui permet d'attribuer les compétences à l'État et à l'Assemblée territoriale. Et c'est dans ce texte-là où nous avons justement délégué la compétence du foncier à l'Assemblée territoriale. Et c'était en 1957, et la première assemblée, c'était la chefferie. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de pouvoir, on parlait, traditionnellement, c'était toujours la chefferie. Mais l'histoire a fait que l'évolution du temps, la chefferie est sortie de l'Assemblée territoriale pour se consacrer à leur rôle de chefferie. Et peut-être laisser des personnes plus compétentes en termes linguistiques, par exemple. Et aujourd'hui, cette compétence-là, la chefferie, la demande maintenant. Parce que sur le texte de 57, il n'est plus marqué la chefferie, mais il est marqué l'Assemblée territoriale. Et c'est une problématique qui est d'actualité. Tout ça par une mauvaise compréhension des textes. Ce sont des exemples que je voulais mettre vraiment, expliquer pour faire comprendre mon propos. On vit finalement dans une société francophone où on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Et j'interpelle vraiment l'ensemble des Wallisiens et des Futuniens. Parce que finalement, pour moi, on est devenu fainéants, on est devenu paresseux pour sauvegarder notre culture. On laisse les choses se faire. Ce colloque nous a permis d'avoir des solutions, de faire un état des lieux. Et je prends M. Weniko. Je tiens juste à dire, bon, il s'est défini comme un homme hybride. Il a parlé en wallisien. Mais je voudrais rajouter qu'il a utilisé l'intonation futunienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est exactement la même intonation que M. Takanigo qui était là. Et je suis fier en fait, de le dire aujourd'hui. Il a parlé, il faut sortir les tripes. Maintenant, il faut passer à l'action. J'ai bien aimé le terme qu'a utilisé Stéphano quand il a eu sa médaille. Là. Il a utilisé le terme combattre. C'est un combat, c'est une bataille. Je suis un jeune cadre de l'administration territoriale. Et quand je suis devant les élus, c'est une bataille pour défendre. Et je remercie ici la présidente de la commission culture, parce que de manière générale, la culture, elle n'est pas une priorité dans les politiques publiques de ce territoire. Je prends pour exemple l'Académie des langues. Ça a mis 30 ans, 30 années à se mettre en place. Je prends pour exemple mon service des archives. Ça a pris 16 ans, 16 années pour se mettre en place. Et je reviens justement à l'Assemblée territoriale. On va parler bien sûr d'action, mais aussi de moyens. De moyens, parce que c'est un élément important pour la sauvegarde de cette culture. Et je rappellerai toujours que bien sûr on a parlé d'enseignement, mais il ne faut pas oublier le terrain traditionnel de transmission de cette culture. La famille, la maison, le clan, le village et le royaume. Donc voilà un peu, Valélia, juste, ce n'est pas une question, mais c'est juste une intervention parce que je ressens vraiment et je vis les difficultés que vous avez évoquées en tant que jeune cadre de ce territoire. Merci. Merci beaucoup. Je peux répondre ? Oui. Juste rapidement, merci beaucoup pour cette intervention. Vous avez dit on ne se comprend pas. Je crois qu'en fait, ce que j'essayais de montrer, c'est que rien n'est fait pour qu'on se comprenne. Mais il n'y a pas de fatalité à ça. Je crois que la question du rattachement à la France, elle
Elle est réglée pour le moment, c'est pas ce qui se discute. Mais la grande peur, en fait, dès lors qu'on parle de langue locale qui pourrait être utilisée ailleurs que dans le domaine bien circonscrit, hein, des pratiques dites culturelles, dès lors qu'on parle en France de laisser une langue justement se vivre au quotidien et des monolingues accéder à un service de traduction qui leur permet de ne pas apprendre le français, on a la peur que ça dégrade l'unité républicaine. Mais les linguistes vous diront qu'apprendre une langue, il faut le faire assez tôt dans la vie. Hein, parce qu'arriver à 50, 60 ans, c'est très difficile d'acquérir une autre langue. Donc on ne peut pas décemment demander aux gens qui sont dans les outre-mer français d'aller prendre des cours de français et langue étrangère pour accéder correctement à leurs droits et aux soins, par exemple. Ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, personne ne peut faire ça. Donc, rien n'est fait pour qu'on se comprenne dans ce sens-là, mais ça pourrait tout à fait être changé. La difficulté, comme vous l'avez, à mon avis, très bien dit en filigrane, c'est que ça induit des situations de honte qui n'ont pas lieu non plus d'exister. Ces situations de honte ou d'insécurité linguistique. Si on est wallisien ou foutounien et qu'on est chez soi et qu'on ne parle que wallisien ou foutounien, pourquoi aurait-on honte de ne pas parler français quand on va, ou de ne pas suffisamment bien parler français pour comprendre le médecin? Cette honte-là ou cette insécurité-là, elle n'est pas normale. Vous voyez, donc on devrait repenser des dispositifs, des façons de... J'utilise jamais ce mot-là, mais là peut-être que c'est indiqué. Pas mal de gens qui parlent de vivre ensemble, voilà, ce qui est un terme qui me paraît parfois un peu creux, mais en tout cas, oui, c'est peut-être ça auquel il faut penser. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, puisque les outre-mer actuels sont français, voilà. Donc il y a une présence française, il y a la langue française, bon, donc il faut composer avec, mais ça n'est pas une raison pour que les langues locales ne soient plus parlées, ça n'est pas une raison pour que ceux qui ne parlent que les langues locales soient en situation de difficulté, et ça n'est pas une raison pour que les gens qui sont bilingues soient honteux en français. Il faut repenser des façons de circulation de la parole et de communication qui permettent à chacun d'être chez soi, bien. Et ça, encore une fois, ça passe par des choses qui sont tout à fait possibles en plus dans le cadre légal actuel. Il n'y a pas d'interdiction, encore une fois, de parler d'autres langues sur ce territoire. Donc on peut tout à fait penser des médiations, encore une fois, des traductions, voilà, des façons de remédier à des situations d'incompréhension qui ne sont pas une fatalité. Mais qui entraînent, encore une fois, des inégalités et des situations sociales qui, à mon avis, ne sont pas acceptables. Là, je produis un jugement, mais... c'est comme citoyenne que je parle, à mon avis, ça n'est pas acceptable qu'on ait des gens dans des situations, inconfortables au minimum, en raison de la langue qu'ils parlent, alors qu'ils sont citoyens français, et que leur langue est reconnue comme faisant partie du patrimoine de la France. Donc, faire des grandes déclarations sur le patrimoine et sur la reconnaissance, très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, enfin, vous voyez, dans la vie des gens? Et je pense que les Wallisiens monolingues qui n'accèdent pas aux soins, ce n'est pas leur première préoccupation que les langues régionales soient reconnues à l'article 75.1 de la Constitution. Je pense que leur première préoccupation, ce serait plutôt de comprendre ce qui leur arrive, de ne pas craindre les vassanes dont vous parliez tout à l'heure, qui posent aussi d'autres problèmes, hein, parce qu'il faut des accompagnants, justement. Les accompagnants, ce n'est pas simplement pour rassurer, on sait très bien que les accompagnants, c'est aussi pour pouvoir traduire, pour pouvoir assurer une compréhension. Et ces dispositifs-là, en métropole, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi? Enfin, là, il y a tout un travail de recherche aussi à faire là-dessus, hein, la vie des accompagnants en EVASAN. Ça aussi, ça participe du travail invisible, du travail de l'ombre dont je parlais tout à l'heure, de tous ces médiateurs qui compensent l'absence de dispositifs. Et c'est tout ce travail qu'il faudrait valoriser aussi, reconnaître peut-être, et voilà. Mais que les gens n'aient pas honte de parler une langue ou l'autre, ou les deux, de la façon dont ils la parlent. Merci beaucoup. Merci. Simplement, on a le même souci en Nouvelle-Calédonie, hein, je pense qu'on interviendra. Alors j'ai simplement Simété qui va faire une traduction un petit peu en 2-3 minutes tous les propos de Valélia, puisque c'était toujours la même la demande, hein, qu'on va respecter. Suivi d'une question juste ici, j'ai une question là-bas dans le fond de Patrick, et puis enfin de Monsieur Souvé. Voilà, au moins déjà de ces 3 questions-là, après on continuera, je pense qu'on aura un petit peu le temps. Merci Olivier, je serai bref parce que je sais sur la question, il y a beaucoup sur cet exposé, il y a beaucoup de questions qui vont pleuvoir.
Mais je pense qu'en fin de propos, Valélia, tu avais insisté sur les traductions, l'interprétariat. Et j'obtempère, je voudrais obéir à ce que tu demandes et à ce qu'a demandé le Satoula. Voilà, pour très rapidement, et tu m'excuseras si en 3 minutes, j'ai la prétention de traduire tout ce que tu as dit. Je ne retiendrai que l'essentiel sur l'article 2, sur notamment la déclaration de Cayenne 2013-2019 en présence du conseiller économique et social. Et puis enfin, je ne manquerai pas de parler des SECPA aussi, parce que s'il n'y a pas une signature, c'est parce que la proposition qui nous a été faite concernant l'éducation inclusive n'est pas bonne. Et je vous informe qu'on a demandé à Valélia de réfléchir et de nous proposer une rédaction de cet article de la Convention sur l'éducation inclusive qui puisse prendre en compte ce que souhaitait l'ADEC et la mission catholique. Voilà donc pour rapidement m'excuser auprès de Valélia si je n'arrive pas à tout traduire. Mais tu sais, Valélia, coutumièrement, quand la petite fille, Albert le sait bien, quand le Mokopuna parle, les vieux sont très attentifs et comprennent bien. Bon, trêve de plaisanterie, je vais passer maintenant. Valélia. E frasila wa tupe ki te mamaru whakariki kai tupe mua ke whaingai ke tua tuhina whakahoko te pararafugani a Valélia. Au mana ki kote ukongata whitoi au o tāna parala mai te hunei ko te whetau pēa tātou I te hawhuri ke whakaangu tātou lea. Ko te whakatutu whukia ai o te purang wharani e te whukia ke mai ko te lea pētahi I te aratike lua o te konstitution tātou, te lata whito I maia, ko te lea pētahi o te purang whalani, ko te whakawhalani. Kai hau pē te aho, hau pē mo te tau, mo te whetau whukania tātou ani, e tau tutupuanga ai, mo te whakawhalani tātou o tātou api, e tau whakawea pē tau whakawhutuna. E tau whetau pē mo le la whukihina whahinga whakawhawa mai, ki te whakatutu o te ako I uweane pē ko whutuna, ke whera ke whakamohi ngai I te konga ani o hinga pēr mo te whakamalohi I ange, tuku mai he temi whiaunga, ke ako ia te lea whakawea mo te lea whakawhutuna. Koe nā pē te konga tāwhito ia o te whalau ai Valélia, pēni e whakamo te ufono ne whai I Amerika Saute I te whenua ko Cayenne. Kai ko te tohi pē whukia o te ukonga e tau whakaamu ki ai. E whakaamu ia te ukonga whenua ai whakalongo ki wharani, ke whai. Kae, ko tole pe whi tātou puranga wharani, ko te whehawhaki aki pēr nātou, ke mārohi pe whuki e te whawharania, pēr ko te whainga e whuki a ke akua tō lea, e te whainga tā whuki he tono whuki e kumi moni whara. Ko te whara tā whito e whehaumuri aki a wharani, he ka e whuki hauko ngai a whakamauhinga I te upoto aia, o nge pela ko te kongani nao paralau ki te ingo ko te education inclusive, ko tona uhinga, ko te whaingai ke lahiang he tōkakanga a tātou, ki a te tō u whanau ai lau e mai moa, I te whakaako I o nātou. E ko ia te kore kia Valélia, ke na whakaukau I mai he konga hinga mo te poto ani, he koto le pe whitato, ka pau e tō whaingai, ke a koi lelei, a te tō whanau, o kumi mai moni pure aki, kumi mai moni umoda ka whuki moni tō whea vaki, kumi mai pe ko he whoi toko roto ko toru, ke tō kakanga pelaki he whoi toko whae toko nima, e lahi whuki he wharaanga mai ki, koe pe ae whehere a kei tātou puranga, ke au nā tō whakaanga I siu konga ai. Pea mo te konga tā whitani o hinga pea mo te wharakolani ko te sekpa, e mana tupe whila ko tōni e whila te wharako ko te kopi a hao, ko te whuki ki hange ke le e ki ai, ia te whanau e tau lau e more whiaunga tana tau nivo I te ako. Ka ako te upura ki whuki ani whou, ani lagi te sekpa. E whaingata, he te pē ki hange kua. Le ia tua te tau whanau, ka hange ko te konga E mai Valélia. Ko he tamasi laia le le tāna. Ako te lau numelo, ka e uhi pē ko tana more, para lau le ai te whawharani. Ko le ia tu le vai ka arupe laia wako.
i te sekpa. Pea mo le tau le tātou, pe whai fuki, he tahi tenga fuki te hau mai te kopi peko te sekpa, o hoko atu. A whalea tu ka koto ani whai ako, koto hanga o fulihi taku palau mo ka ai au whai hara, ka ai taku mahino atu, i te temine koto whai ngata ia tau ai mo tātou. Ko te tahi ukonga mo hinga lewa ne toi palau pe kia ia warilia, ko te whahai whika ni o te kau mahalu ko katoa fulipei te whamahino mai anise, o hinga pea mo te mole whamahino aki, pea mole whiaunga o te whamahino o te ulao, pea mo te ukonga fuli ani mai whalefono a pepe ko whalani, ki te potu o te kau ariki, e au whakamoni ki ai, pea o manaki e tonu peke te whahe whakasiasio, hanga whilako te whale telepinare, ko ni a samina uheni ne mga uei, e lahi au pito fuki te ukonga e whara ke tohara, mo ka pafuki mo le mahino ia te Kristiano ia e hau ke whakamau i, ki te whaheani o te lao ko ia e tunu ke mau he temi whiaunga, ke whai fuki ni whakamahino, ke whamahino aki. E wharape ke maalulu ai tona loto, pe he te heu konga fua o hamai, mo ka pau e mahino le ki te konga fuki ane pau ia ke hau ke whakamau i. Ko te ki konga whakamuri pe lewa o hinga pea mo te u whakahokole anisia, ka ko te konga ia mana kia ni te palau pe kia ia. Anisi ko mahino pe, i te u whakamamu a tātou furi, ke mahino ki anatou ani au langi o whelawe mtoke tā. Ia te mahaki whoki pia ke mo ni whoki mo ia whuki a lotu o tūtua i te mahaki. Kena whakahatu whoki te mahaki mo ni. E whara whoki a ke fuaki di hiakonga. Ke au mai whoki ni u whaito. Ke tuha whoki pia mo te mahaki o te Kristiano a Evgilo Pitari. Pe peki tu whaito e whara pela hi hau ke mai te doli pan mo te whaito o totono. Pia ka au si te whaito o totono e pia si a ki le vai. Ka ko fora doli pan pe ui o ko te whaito ai lang whao ngai pe. Si o konga tāwhitu whuki ai a tonu ke mahina ka tātou ko te ukonga whuki e tonu ke tō whetau ki ai. Ki te mahino, ki te ako tātou lea pe mo te uwhaka mahino ke ana tū a whara ke tau moni o whengata ai. I te mahino ki te lea whakawhalani. Malo. Merci beaucoup. Alors, j'ai trois interventions déjà qui sont prévues. Il est 10 heures, il nous reste un quart d'heure. Encore de débats avant la pause, donc monsieur. Voilà. Merci Valéria. J'attends avec impatience le discours en wallisien ou en foutounien. Vous avez promis et nous attendons. Pas dans 30 ans. Hein. Non. Tu koto ebe do frapapa. Tu lagi walu febe pot faliki. E ki vai apate lo febe ki te potu o na tau e fono. Au ka venga i te territoire. Frapapa ki ana tau fuli ne folau mai tahisi pe mai numea. E au i lo pego koto mahina peki tu whahai ko apele to liku walu. Kai te aluanga te potu ani e au hoko te pete upalau ni kotuku mai e te hina i te aluanga te kongani kotuku mai Valia. E au puka te pe ki puani ke palau kia i nga whakua liuliunga lewa pe lai whawana he palau ki te ukongai. Urua ki pe ia, ne palau i Valelia ki te temine ako ia i tātou te lutu. Ai na hingo o te ekol missionnaire. E au mahalo ki tātou furi ani te una nofo heni. Ne tau whakaraka furi ai pe i te ako aia. E au manetu i te ako o mātou i futuna i te u tau ni mangafuru. O au mai kumaleatori e au mai pela kilano. Ne lahi pe te palalau i e te lea. Ne muto mai pela ki maleatori o ako te whakauvea. Vale whakamātou e te whakauvea. Ne muto whakafutuna mātou. Pea kua tau sia te minei i te lua whe ufuru. Kona tau ai ane langi au ki tau hongo furu mā lua mātou lo hanko mātou ne palalau ate aina pe i te whakafutuna pa te whakauvea. E whehalape ke palalau lewa te meni te whakawhalani pa te hea tulea. Ko i la ia e au amanaki Valelia ko te whehu ia e. Pe tonu ke ako i tatou whanau ki te ken to ile te lea au mahalo e au ngā pito ia. Ko te lea e
Tako mle uhinga o he whakalaka o te hola ai te ako, ai whakauvea ki tu whanau, au mana tu mauhinga. He koni la matu ia ni ne mutu o matu te tita o fulu, he ki poto matu te whawharani, ko lava pēde, parpalau i te lea. Ko ia au hifo mai lewa ki poto ai ne parpalau ki ai walia au whakamalo, i tau whakamanatu mai te ulao. Hange la ko te kupulua ai o te lao tau alunga o te puleanga, lau ani ne whakamoni te nimang fulma walu, ai whakamonia ki te ulea. Pea mo te potu lewa e whakamoni te kupu fitunga fulma nima, ai whakahamai ai, ko te ulea furi o te puleanga whalani te upotu keke, mauhinga. O hange la ko te ulea ni, i uweang futuna, poko tahisi, poko kartonia, poko kuiane, poko maiot. E au puke te konga ne paralau ke Valeria, o hinga la maiot. E na ui whenei, e ui ko nā tau mo le poto i te lea, pe mo le poto i te paralau, he lahi peta na tō whakaanga te paralau whakalape. Whawhalania, ai ui whukile Valeria, e whalape ke tō i ko te hahai ea wawale furi nā tau, i te lea, he mo le poto nā te whawhalani. Pea u liliu ma lewa ki whakahuvea, mo te whakawhutuna o whehui. Pe ko te pule aki, ki te u whengata i ani tō whilawe moia, o hinga la pea mo te lopitali, te pinale, te o servisi whakapuleanga, ka tawhiti whukila te servisi ani i te whono, whakatetuale. Ne au whono i uvenei whakatahe mo te umatu a whea tātou o puri atu, i te whitunga fulmawalu, ki te walunga fulmalua. Ne kei whai whakauvea whakawhutuna pet o paralau i e te whono. Pea nei iei pet tangatai e nei nā furi whakawharani. O au mai pelai ki tahe utau, kako te atupoa ngau te puri he te konga ia. E au tui ki te potu ai ni e paralau ki ai te hina, langi ne tō pipiko pe tātou, pe tō seki te whakaliliu whakauvea ai o te ulea ai te whalwhono, i te UPV, pea mo te konga ai te pureanga, kui la e kutoni te ahonei, ki hange ko he potu ne paralau ki ai te hina, tō ala ala. O to o te konga ia, o to li liu ki tau konga ia, he tonu pe ia, ke whe mahino aki. Kai malu whakailo i Valeria pe kei aonga, he koe ni whake ki paralau koe, ko nā tau ai paralau pe te whakauvea pun whakawhtuna e whakawhtuna, ko langi toko sii nā tau, mole kei haa ia nā tau ai, mole kei poto i te whakawharani, poko te aha te hilea. Peko te hapule aki. Ke tuku nā tau mate pe tau hoko o te lewa tātou i te lea lua ai ki te whawharani mo te whakauvea mo te whakawhtuna, kai loa. E au hange ia pe ki te potu ani e tonu ke tau hoko atu, tata tau whakaaonga te lea ai tau whaahifuri pe tau mauri. Ko ni whakilai e kua mahina mai, tā ia he matu ai, e bako whina matu ai mate ia, e ne mol poto ia, ne mol mahino ia ki tau whaitoo. Ko ni a te potu ani e tau uipela tau hai mahaki o le whalani, e ola tu ia, pea uiange ia, mol ke poto e te whakawhalani, mol ke whalani, e kau te a. E hange whoki au longo e uilwa ia, ta koe kau ia ki te hawhaki a e universal, mo whika leo po tātou nai hingo. Ko tona aluanga, ka mol ke poto e te whakawhalani, ko uipe ia, ko ia, ko tangata ia, ko te whawhine ia, mol ke kau koe te u ariki anga a tātou, ai te mauri whakawhalani, kui la e au manatu au, tau hoko. Hangai ko te potu ani e whakakau kia i Valeria, i te whakaaonga ta tau lea i te tau mauri. E au whakau sia ki pe i te potu ne paralau kia i te hina mai kartonia, ki te hahai o tātou ani numea ta vitu whanau, e au tōpe ki numea whai pule polelei, pe au kina. I taku longo i whai ki tō mokupuna, o whepela ki tō whanau, mo le pe kei popoto i te lea tātou, pea mo te potu whuki aene ui mai e te hina mai Kardonia, te insécurité linguistique, e hange kua whiuwhi. He pole lau mai ia, mo le kei puaki e te whakauvea, ku puaki e te whakasavane, poko te awhuke e tahi i lea. Ko ila ai au fia, he koni ku hamai polele i bea mo saringa, e ka mata
whai te a, ko whakauvea I numea I paita, pe a mondoa, a mahala ko te konga ai, e nea olongi anafi, ko I la au whiwhia, ke whai te konga aia, he aonga o pito o ki tato whenua. He ko au, pe I tahesi, pe numea, pe uvenei, e tonu ko tō whakaaonga tato lea. He ko te lea ai e mauhinga, ki te mauri o tātou I te ahuri, mo tato ukui, mo tato umatua. Je m'excuse d'être un petit peu long, Valéria. Je m'excuse aussi auprès de tous. Ce que j'ai retenu, c'est le rappel des articles de la Constitution, article 2 et article 75. C'est très bien. Et nous savons que nous sommes quand même dans la loi. Si on travaille actuellement sur les langues. Je suis très heureux également de voir que dans les pays comme Guyane, comme Mayotte, comme tout l'outre-mer, on travaille tous comme nous dans le Pacifique pour essayer d'améliorer la situation dans nos langues. Et je pose la question, pourquoi à Wallis et Futuna nous avons perdu ces traductions que Takaniko a demandé hier, ces traductions des textes administratifs que vous avez signalés vous-même. Je me souviens quand j'étais à l'Assemblée de 78 à 82, tout le monde parlait wallisien ou futunien à l'Assemblée, dans les séances. Et on avait des traducteurs, des interprètes qui étaient là, qui traduisaient, bien sûr, si on était capable de traduire en français, on traduisait. Pourquoi maintenant nous avons perdu cela? Même les PV, les procès-verbaux de l'Assemblée, ont été traduits au début en wallisien. Maintenant, il n'y en a plus. Les textes administratifs ne sont jamais traduits. Pourquoi? Je dis que le français, qui était considéré comme la langue la seule officielle, ben c'est un petit peu cela qui a empêché tout le monde de continuer dans ce sens. Je pense que maintenant, en 2019-2020, on revient un petit peu là-dessus et j'espère qu'on reviendrait sur cette situation et de comprendre que nos langues sont vraiment très importantes et il faut tout traduire. Non seulement pour ceux qui sont monolinguistes, mais aussi pour nous, bilinguistes. Parce que même, on ne comprend pas tout. Voilà. Alors, je voulais parler tout à l'heure de l'école missionnaire. Je disais que, comme votre papa et moi-même, on avait appris le français peut-être à 15 ans, 16 ans. Oui. Un peu avant, je crois. Oui, 9, on a appris un petit peu avant, mais 9, jamais parlé. Oui. Non. Quand on est arrivé à Païta en 1961, on ne parlait pas le français. On connaissait oui ou non, c'est tout. Ouais. On n'osait pas, on avait honte. Et vous êtes parfaitement bilingue maintenant. Et maintenant, ben, on parle un petit peu, on se débrouille. Voilà. Alors je remercie tout le monde d'être attentif. Je sais que c'est un peu long, mais merci d'être patient. Et je demande à Valéria de continuer votre travail pour notre bien à tous. Merci. 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 Alors, c'est embêtant, il est déjà 10h15. Donc normalement, je ne peux plus donner d'intervention. Je donne d'abord à M. Souvé. Merci Olivier. C'est pour une question pratique. Hier, on a supporté les intervenants. Alors, d'une part, en tant que faisant partie de l'organisation, c'est un colloque qui intéresse tout le monde. Alors, je demanderai à ceux qui interviennent de raccourcir. On vous donne un délai depuis hier de 45 minutes. Il faut permettre à ceux qui vous écoutent de vous retourner les questions. Je remercie Valéria parce qu'elle a tenu son temps. Ça nous a donné une demi-heure. Sauf que la demande a été faite hier. Alors, je demanderai à ceux qui posent des questions. Vous avez droit maintenant à une traduction. Vous intervenez en français, vous intervenez en wallisien, ça fait double temps. Permettez à ceux qui vous écoutent de vous poser les questions, sinon ils vont retourner
avec leurs questions et après, ils ne sauront pas répondre. Donc, je demande à ceux qui interviennent devant, vous avez un temps qui vous est attribué, respectez ce temps-là et permettez à ceux qui vous écoutent de pouvoir avoir une réponse en vous posant leurs questions. Merci. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès des gens qui veulent intervenir, mais on est obligé de clôturer cette table ronde parce qu'il est déjà, enfin cette intervention elle est déjà 10h15. On a 15 minutes de pause café et M. Wapocho démarrera à 10h30. Voilà. Alors, simplement, un dernier mot pour Valélia, mais voilà. Ah oui, c'est bon, merci beaucoup. Pardon, je prends juste 30 secondes parce qu'il a été dit là quelque chose de très très intéressant, la traduction systématique des actes administratifs ou des papiers officiels. Ça, effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques, des choses qu'on devrait faire pour permettre aussi à aux langues wallisiennes et futuniennes de parler l'administration. C'est-à-dire qu'on reproche perpétuellement aux langues autochtones de ne pas être adaptées à la modernité. Une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas le lexique pour parler d'un certain nombre de choses, c'est qu'on ne les utilise pas pour traduire un certain nombre de choses. Donc ça, c'est une excellente chose. Et par ailleurs, c'est tout à fait prévu par le cadre légal. L'obligation du français, enfin, j'ai pas le temps de faire l'exposé là maintenant, mais je le dis parce que c'est vraiment important. Le fait que l'État soit monolingue, c'est une chose. Ça veut dire que tous les actes administratifs doivent exister au moins en français. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la légalité si un acte administratif n'est pas au moins produit en français. Mais le traduire ensuite en wallisien et en futunien, c'est tout à fait permis. Et donc, il faut profiter de cette permission pour continuer à faire vivre justement à l'écrit et pouvoir aussi, ça c'est un processus de participation des citoyens à leur vie, à ce qui les concerne, on peut ensuite justement diffuser ces documents auprès de ceux qui peuvent lire le wallisien et le futunien. Donc oui, ça c'était une excellente remarque. J'arrête là-dessus. Merci beaucoup Valélia pour cette intervention qui a passionné tout le monde. Merci au public d'être nombreux aussi ce matin. On voit toutes les chaises sont remplies, ça fait chaud au cœur pour nos intervenants, pour l'organisation. Et merci encore une fois l'Académie de Wallis et Futuna de nous accueillir. A tout de suite, dans un quart d'heure on se retrouve. Merci. Malo.